Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus au Stade de France. Le Stade de France est comble pour le premier France-Algérie de l'histoire. Le 6 octobre 2001, les Bleus affrontent la sélection algérienne au Stade de France. Un match historique réunissant deux pays au passé commun. La confrontation s'apparente à une célébration, celle de deux frères séparés par le temps, se retrouvant après de longues années. Le sport, par sa grande portée sociale, devient alors un catalyseur politique. Une certaine émotivité se ressent à travers ce match, celle d'une jeunesse partagée entre deux identités, deux cultures, deux nations. Car si on peut penser que cet événement ne concerne qu'une histoire de famille privée entre la France et l'Algérie, elle devient le symbole d'un passé colonial si proche et encore si fragile. Un livre encore ouvert où l'Afrique et la France peinent encore à tourner la page. Au Stade de France, le public assiste à une domination des champions du monde et champions d'Europe en titre. Une des plus belles équipes de l'histoire. L'opposition se termine sur une nette victoire tricolore 4-1 avec des réalisations de Candela, Petit, Henry et Robert Pires. Côté algérien, Djamel Belmadi est l'unique buteur. Mais le score reste anecdotique, car c'est dans les tribunes que toute l'attention se cristallise et que le public s'illustre dans un match devenu tristement célèbre. Dès les premières notes de la Marseillaise, des milliers de spectateurs sifflent l'équipe de France à domicile, sous l'œil effaré de Marcel Desailly et Fabien Barthez. Une réelle bronca qui crée la stupéfaction dans l'antre des Bleus. Théâtre de rêve, lieu de victoire, de rassemblement et de fraternité 3 années plus tôt. Dans une atmosphère hostile, la 77e minute de jeu voit la partie prendre un autre tournant. Un supporter se joue des stadiers et pénètre sur la pelouse du Stade de France. S'en suivent 3 autres individus, puis des dizaines, pour finir par une réelle invasion de centaines de perturbateurs conduisant à un arrêt anticipé du match. Cet incident peut s'apparenter à un cri du cœur d'une jeunesse, celui des binationaux, dépassés par l'événement et submergés par une histoire qui les surpasse. Une histoire faite de récits historiques, d'actes de bravoure de grands-parents ou de grands-oncles, mais aussi une histoire taboue, encore peu étudiée sur les bancs de l'école. Le 6 octobre 2001, c'est alors joué le match retour de la guerre d'Algérie. Une opposition où se manifeste encore une fois un péché caractérisant ce conflit, l'orgueil. Au début du 19e siècle, les pirates de la régence d'Alger exercent une véritable terreur dans les eaux de la Méditerranée, empêchant les nations européennes d'exercer des activités commerciales dans la région. Cette piraterie sera à l'origine d'un conflit avec l'Angleterre, mais aussi, selon certains historiens, un des facteurs de la conquête française. Car si la conquête de l'Algérie en 1830 doit être revue dans son contexte géopolitique, avec notamment le gouvernement Charles X contesté en interne ou encore un empire ottoman très fragilisé, l'historiographie événementielle, dans sa volonté de théâtraliser l'histoire, retiendra un coup de vent, un effet papillon à partir duquel découlera toute une suite d'événements, aboutissant à la société française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le 30 avril 1827, le Dey d'Alger reçoit en audience le consul de France, Pierre Deval. Le ton se serait élevé durant cette entrevue, et le Dey aurait frappé du manche de son chasse-mouche le consul français. L'affaire de l'éventail. Un homme, une nation humiliée par un geste alliant violence et mépris, un geste puissant dans la fierté d'un homme. Le Dey refusant de présenter ses excuses, l'affaire est considérée par la France comme un casus belli, entraînant l'envoi d'une escadre pour opérer le blocus de la côte algérienne. Ce blocus se transforme peu à peu en une occupation, mais on ne parle pas encore de colonisation politique structurée. Cette volonté de s'installer sur le territoire algérien va être soutenue par des intellectuels comme Victor Hugo, qui met en avant la notion de mission civilisatrice. Le 12 novembre 1848, la constitution de la Deuxième République, tout récemment proclamée, en fait un territoire français. Cela marque une véritable soudure avec le territoire national afin de former une république une et indivisible. L'Algérie devient française. Le peuple algérien tente de résister, de sauvegarder un territoire qui leur échappe. L'émir Abdelkader représente la principale résistance de ce 19e siècle, mais sans succès face à un ennemi supérieur en nombre, en armement, en technique militaire et en stratégie. La domination française se met peu à peu en place. Les populations locales sont progressivement dépossédées de leurs terres, dans le cadre d'une vaste politique d'expropriation en faveur des Européens. Le 9 décembre 1841, une procédure d'expropriation d'utilité publique est mise en place. Le petit paysan, cultivant ses terres, héritage d'une tradition s'étalant sur plusieurs générations, se voit dépossédé. Dans une société paysanne, ces pertes constituent une perte d'identité, un nom corrélé à une surface cultivable. L'historien Benjamin Stora parle d'effacement du nom propre par des possessions foncières.
Des milliers d'Algériens ont perdu l'utilisation d'un nom et ont été enregistrés en tant que SNP, sans nom patronymique par l'administration française. Ce procédé n'a pas d'équivalent dans l'histoire coloniale, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou encore au Sénégal. En 1865, 225 000 colons possèdent environ 700 000 hectares de terre. La population algérienne est alors confrontée à partir de 1866 à des difficultés agricoles considérables qui génèrent la famine algérienne. Cet accaparement de l'Algérie par la France se caractérise également par de grands travaux d'urbanisme. Avec les grands travaux haussmanniens des années 1870, les quartiers de la ville basse d'Alger ressemblent beaucoup à des quartiers parisiens, avec leurs grandes avenues, leurs jardins et leurs écoles. Ainsi, dans le Alger de la fin du XIXe siècle, le boulevard de la République longe le port et se trouve non loin de la rue de la Liberté, de la rue Jules Ferry ou encore du boulevard Gambetta. Alger, en tant que capitale coloniale, est la tête de pont de la colonisation française de l'Afrique du Nord. C'est pourquoi des transports modernes y sont rapidement installés. Le chemin de fer fait son apparition dès 1892. Le port d'Alger est lui-même modernisé et devient le second port français derrière celui de Marseille. Cette nouvelle ville européenne est greffée sur une ville musulmane préexistante. Dans la partie haute, la Casbah est peu modifiée. De petites ruelles tortueuses mènent à des petites maisons serrées les unes contre les autres. C'est le quartier pauvre, le quartier des Arabes. Ce paysage délabré vient rompre avec les beaux quartiers fleuris et modernes des Français. Une ségrégation se met peu à peu en place entre les Européens et ce qu'on appelle désormais les indigènes. Ils sont 40 000 là où il ne devrait être que 10 000. 40 000 venus de partout. Ceux d'avant la conquête, ceux du passé barbaresque et leurs descendants honnêtes, traditionnalistes et pour nous mystérieux. Les Kabyles, les Chinois, les Gitanes, les Aématlos, les Slaves, les Maltais, les Nègres, les Siciliens, les Espagnols. Les indigènes musulmans sont particulièrement discriminés. En effet, à partir de 1881, tous les indigènes qui sont sujets français doivent se plier au code de l'indigénat. Cette série de réglementations instaure un régime pénal d'exception qui restreint fortement leur liberté. À cela s'ajoute un fardeau d'analphabétisme. 75% des enfants ne vont pas à l'école. Une jeunesse délaissée et laissée dans l'ignorance. L'ouvrier agricole, quant à lui, reçoit 1 franc par jour pour cultiver la terre de ses ancêtres. Le chômage endémique attire des milliers de fellahs vers les villes, où ils se heurtent au luxe des beaux quartiers européens, contrastant avec le marasme intérieur des Algériens, voyant un pays embelli et structuré par l'étranger. Dans un contexte de forte inégalité, cumulé à un fort sentiment nationaliste, le peuple algérien revendique de plus en plus leur souveraineté. Le 8 mai 1945, des Algériens manifestent dans plusieurs villes de l'est du pays. Alors que les Français d'Algérie célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple algérien profite de l'occasion pour évoquer leur sort. Comme une envie de dire « Et nous ? Qu'en est-il de notre libération ?» Après avoir combattu pour la France, le peuple algérien veut maintenant se battre pour son histoire, son identité et réclame également la libération de Messali Hadj, père du nationalisme algérien. C'est alors qu'un drapeau algérien est brandi dans cette liesse, des couleurs vert, blanc et rouge venant rompre avec le drapeau tricolore français. La gendarmerie opère une répression sanglante contre ces Algériens venus manifester. Les sources françaises parlent de 20 à 30 000 morts algériens durant les semaines qui suivent. À Sétif, après des heurts entre policiers et nationalistes, la manifestation tourne à l'émeute, et la colère des manifestants se tourne contre les Français. 27 Européens sont assassinés, et 103 trouveront la mort dans les jours suivants. Cet autre 8 mai 45 engendre une radicalisation dans les milieux nationalistes algériens, au point que certains historiens considèrent ces massacres comme le véritable début de la guerre d'Algérie. Les organisations et associations nationalistes sont maintenant interdits et réprimés par la France. Des indépendantistes agissent alors clandestinement et s'organisent peu à peu afin de rassembler des armes pour le combat. Le Front de Libération Nationale, plus connu sous le nom de FLN, est créé en octobre 1954. Le 1er novembre 1954, appelé par les historiens français la Toussaint Rouge, considéré comme le début de la guerre d'Algérie, voit se dérouler 70 attentats contre les troupes françaises dans différents endroits du pays. L'armée de libération nationale, l'ALN, se développe peu à peu, avec au départ 500 hommes et atteignant plus tard 400 000 soldats dans toute l'Algérie. Au fil des semaines, des mois, les dirigeants du FLN ressentent le besoin de coordonner et de structurer la révolution. Le FLN organise alors le congrès de la Soumam qui s'est déroulé du 13 au 20 août 1956 au village d'Ifri en Kabylie. Cette réunion a pour objectif de structurer et organiser la révolution, lui donner une assise nationale et lui assurer une présence sur le plan international. Le congrès de la Soumam nous a donné ce formidable sentiment que nous avions déjà un État, déclara quelques années plus tard Ali Lounissi, officier de l'ALN à la Wilaya 4. Depuis 1954, accrochages et embuscades se succèdent dans le bled. L'attention se focalise particulièrement sur les campagnes, notamment dans les Aurès et la Kabylie. Mais à partir de 1956, la direction du FLN s'oriente vers l'offensive urbaine et décide de faire de la capitale le théâtre d'un véritable cauchemar. Le but est de frapper au cœur de l'appareil colonial, de manière beaucoup plus spectaculaire, attentats individuels, pose de bombes. Il s'agit de démontrer la force du FLN aussi bien aux yeux de l'opinion publique française que celle des pays étrangers. Ces attentats créent une véritable psychose chez la population et les forces françaises. Le gouvernement français décide alors de réagir et donne pour mission au général Massu de rétablir l'ordre.
Jacques Massu a reçu tous les pouvoirs de la police sur l'ensemble de l'agglomération algéroise. Encore aujourd'hui, les méthodes employées par certains soldats français sont pointées du doigt. Pour obtenir des renseignements, l'armée française use de la torture et autres actes de violence. Jean-Marie Le Pen sera d'ailleurs accusé d'avoir commis de tels actes de torture durant cette guerre. Face à la montée d'une violence de plus en plus incontrôlable et d'un pouvoir fragilisé par le coup d'état militaire lors du putsch d'Alger en mai 1958, le général de Gaulle est attendu comme l'homme providentiel. Pour venir, il demande les pleins pouvoirs pendant 6 mois et l'avènement d'une nouvelle constitution. C'est la naissance de la 5ème République. Concernant le conflit algérien, de Gaulle suscita d'abord de grands espoirs parmi les Français d'Algérie avec son célèbre « Je vous ai compris » lors du discours d'Alger le 4 juin 1958. Toutefois, l'illusion d'une Algérie française se dissipe peu à peu. Le général de Gaulle prend des mesures de plus en plus libérables en direction des indépendantistes algériens, telles que des grâces accordées à plusieurs rebelles du FLN condamnés à mort, l'interdiction officielle d'actes de torture, ou encore l'octroi du droit de vote aux femmes musulmanes. Certains Français voient peu à peu l'Algérie leur échapper avec ces mesures, une chose inimaginable à leurs yeux. Ainsi, afin de garder une terre à laquelle se sont attachés, une organisation politico-militaire clandestine, proche de l'extrême droite, est créée le 11 février 1961, l'OAS. Dirigée par l'ex-général Salan, l'OAS est clairement opposée à l'indépendance algérienne et mène de nombreux attentats et actions violentes à destination du FLN ou de civils algériens. Elle contribue à la rupture définitive des deux communautés. Le début de l'année 1962 voit une escalade sans précédent du terrorisme. Le nombre des attentats de l'OAS dépasse à la mi-janvier ceux du FLN. Les soldats de la libération algérienne répondent contre les membres de l'OAS, puis rapidement contre tout Européen, quel qu'il soit, notamment sous la forme d'enlèvement. Peu à peu, les membres de l'OAS se rendent à l'évidence. La guerre est perdue. Et à l'approche du référendum d'autodétermination, des commandants de l'OAS lancent l'opération 1830, avant de quitter l'Algérie. Cela consiste à redonner à l'Algérie son état précolonial, en pratiquant la politique de la terre brûlée, pour supprimer toute trace de la présence française. Le port pétrolier d'Oran et la bibliothèque de l'université d'Alger sont incendiés. Finalement, le conflit débouche sur un cessez-le-feu, suite aux accords d'Évian du 19 mars 1962. Après un conflit très violent de presque 8 ans, et surtout plus d'un siècle d'occupation, l'indépendance de l'Algérie est proclamée le 5 juillet 1962. Cette guerre a laissé de profondes séquelles au sein des populations concernées, de part et d'autre de la Méditerranée, aux conséquences encore sensibles aujourd'hui. C'est dans ce contexte qui conduit 1 million de Français à quitter l'Algérie en quelques mois. Près de 400 000 personnes émigrent en mai et juin, juste avant l'indépendance de l'Algérie. Une partie radicale d'entre eux, se sentant trahis par le gouvernement français, émigrent à l'étranger, en particulier en Espagne ou encore en Argentine. Rien ne va, depuis la nuit des temps, l'orgueil fait monter le ton. Comment refaire le monde sans la machine à monter le temps? Outre l'aspect politique entre deux forces armées, la guerre d'Algérie est avant tout une guerre d'hommes. Des hommes dominés par ce sentiment d'orgueil, les poussant à se galvaniser et à affirmer leurs convictions les plus profondes. C'est l'orgueil d'hommes et de femmes sous dominance française pendant plus de 130 ans au sein de leur propre pays. C'est l'orgueil de centaines de milliers de pieds noirs quittant une terre qu'ils ont aimée. C'est l'orgueil de l'OAS, allant à l'encontre de son gouvernement pour rester dans ce pays. C'est également l'orgueil d'un conflit fratricide au sein même de la résistance algérienne entre les messalistes et le FLN. Parmi les 7 péchés capitaux, l'orgueil est l'un des plus redoutables. L'orgueil transcende l'esprit ou le plonge dans le chaos.